Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous sur Logos FM dans Entreprise et Passion où je reçois aujourd'hui Jérémy Catalot, directeur des opérations de Sautrez. Jérémy, bonjour. Bonjour Marie-Luce. Et je vais vous laisser tout d'abord nous expliquer qui vous êtes, Jérémy. Donc Jérémy, si je devais me décrire, je serais d'abord issoirien. Donc je suis né à Issoire il y a quelques années, malheureusement. Et j'ai fait toutes mes études de lycée jusqu'au lycée à Issoire. Ensuite, j'ai fait ma prépa à Blaise Pascal, à Clermont-Ferrand, au lycée Blaise Pascal. Ensuite, j'ai intégré l'école des mines. Je suis ingénieur des mines. Et après, j'ai fait une formation en développement de business innovant à l'EM Lyon, une école de commerce. Donc, j'ai une culture technique assez forte, mais j'ai un peu changé mon fusil d'épaule à la fin de mes études d'ingénieur pour occuper plus des fonctions liées au développement de produits nouveaux. Et donc, qu'est-ce qui vous avait amené sur ce parcours-là ? Eh bien, quand on fait des études d'ingénieur, souvent, le premier poste qu'on occupe, c'est des postes en production. Quand c'est ingénieur des mines, des fois, c'est des postes sur les chantiers. Et ça ne m'intéressait pas trop. Je préférais ce qu'on appelle toujours les sciences molles. L'école des mines d'Alès avait d'ailleurs développé une chaire d'entrepreneuriat pour développer l'esprit d'entreprendre des jeunes ingénieurs. Et j'avais adhéré à cette démarche-là. Et donc, à la fin de mes études, je voulais connaître un peu ce qu'était le marketing, la protection de l'innovation, le développement, la supply chain, enfin des notions un peu qu'on n'apprend pas forcément dans les écoles d'ingénieurs. Et donc, avec cette formation, j'ai pu compléter ma formation de base technique pour apprendre et après occuper des fonctions plus ouverte à des personnes qui auraient fait une école de commerce. C'est ce qui m'est arrivé parce qu'à la sortie de l'école à la sortie de l'EM Lyon, j'ai commencé comme ingénieur, donc quand même avec la notion de technique, mais comme ingénieur de développement d'affaires pour une fibre métallique pour les bétons, donc toujours dans le domaine du bâtiment, hein, on ne quitte jamais vraiment ça quand on est ingénieur des mines, pour Saint-Gobain, donc en Bourgogne. Et pendant plusieurs années, j'ai développé l'usage d'une fibre métallique qui venait renforcer les bétons. C'était un produit de laboratoire dont personne ne voulait et dont j'ai assuré la promotion pour le faire connaître en France et à l'international. C'était vraiment un job très intéressant pour un jeune à l'époque, d'où mon intérêt aujourd'hui de donner sa chance aux jeunes, parce que c'est très important, le premier job qu'on occupe. J'ai occupé ce poste-là chez Saint-Gobain quelques années et j'ai été contacté par un cabinet de recrutement à l'époque qui me proposait un poste de directeur de région alors que j'avais que 29 ans. Et le cabinet de recrutement me dit « Le poste est très bien, vous avez le bon profil ». J'étais très flatté. Par contre, il n'y a qu'un seul problème. Ah, c'est quoi le problème ? Eh bien, c'est en Auvergne. Et ils ne savaient pas que j'étais auvergnat. Et donc, j'ai dit, tout se négocie. Donc, non seulement j'ai pu retourner en Auvergne, mais en plus, j'ai négocié un salaire correct. Et donc, j'ai été embauché par Vicat, parce que le poste était au sein d'un groupe cimentier assez connu, un groupe cimentier français, le dernier groupe cimentier français d'ailleurs, qui s'appelle Ciment Vicat, comme directeur de région. Et après, j'ai occupé différentes fonctions au sein du groupe Vicat avec cette dimension de développement de produits nouveaux. Et notamment, les groupes cimentiers sont face à un enjeu très important sur leur empreinte carbone. Et donc, j'ai travaillé au sein du groupe Vicat au développement de produits qui visent à diminuer l'empreinte carbone des bétons. Et donc, ça m'a occupé quelques années. C'était vraiment très intéressant. J'ai beaucoup d'expérience à raconter sur cette période-là, avec le fil rouge de l'empreinte qu'on laisse aux générations futures, tout en défendant l'industrie et tout en défendant l'industrie française. Le groupe Vicat est vraiment une démarche remarquable dans ce domaine. Et donc, j'y ai participé. J'ai notamment occupé la fonction de directeur marketing de la branche ciment. Mais j'étais quand même toujours très attaché à ma région. J'ai aussi pas une lassitude du grand groupe, parce que Vicat m'a offert beaucoup d'opportunités très intéressantes, mais j'avais quand même envie de ce besoin d'entreprendre. Et quand j'ai été approché pour reprendre la direction de Sautrez, qui est une toute petite entreprise, mais une entreprise auvergnate,
eh bien, j'ai accepté ce challenge et me voici à la tête de cette entreprise bien sympathique. Depuis combien de temps ? Eh bien, ça va faire un peu plus de 6 mois désormais. Donc, c'est relativement récent, mais grâce aux équipes de Sautresse qui m'ont vraiment très bien accueilli, j'ai pu rapidement prendre mes marques. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont venus vers vous, justement, au-delà des compétences qui sont les vôtres, mais aussi de ce temps un peu long que vous aviez passé dans le groupe ? Oui, parce que j'ai passé presque plus de 15 ans au sein de Vicat. J'avais passé 5 ans avant chez Saint-Gobain, donc 2 entreprises qui comptent plusieurs dizaines de milliers de salariés. Donc c'est vrai que je pense qui intéresse les plus petites entreprises des profils comme le mien, c'est le fait d'avoir quand même beaucoup appris de choses dans les grandes entreprises en termes d'approche structurée et des règles de gestion qui sont parfois trop figées dans les grands groupes, mais qui sont très structurantes pour les petites entreprises. Et donc, c'est ce que j'essaie d'apporter aujourd'hui chez Sautresse, c'est à la fois l'ambition que peut avoir un grand groupe, parce que les grands groupes ont jamais de remords à avoir trop d'ambition. Donc, c'est bien de pouvoir diffuser. Et de la vision aussi. Voilà, la vision, l'énergie, le fait d'entreprendre. Bien sûr, il y a ça déjà chez Sautresse, mais tout en ayant une démarche structurée, des méthodes, un planning, un budget, des choses qui viennent bien évidemment et qu'on apprend dans les grandes entreprises. Donc oui, je suis chez Sautresse depuis quelques mois et je vais peut-être dire quelques mots de Sautresse. Donc Sautresse, c'est une entreprise qui est née dans les années 80 et qui est basée à Riom. Donc au nord de Clermont-Ferrand, pour ceux qui ne savent pas, mais je pense qu'on a un auditoire relativement composé d'Auvergnats. Donc c'est une entreprise qui intervient sur un domaine qui m'est cher, qui est le marché du sable. Le sable, c'est un enjeu mondial. On a tous besoin de sable. Et comme je pourrais parler de l'importance du ciment, parce que ça reste un produit qui est très important pour le développement des activités humaines, le sable, c'est le deuxième produit le plus consommé après l'eau. Et on en a tous besoin, ne serait-ce que pour fabriquer du béton ou du verre bâtiment, le verre étant composé de sable. On a tous besoin de sable et cette ressource, il faut la préserver. La France, bien évidemment, depuis de nombreuses années, interdit le prélèvement du sable dans les rivières, notamment pour éviter des phénomènes environnementaux préjudiciables, et c'est un bien. Mais il faut quand même trouver du sable pour fabriquer du béton. Par exemple, j'aime bien aussi donner l'analogie. Les rivières ou les côtes. Voilà. Les rivières ou les côtes également. Oui, les rivières ou les côtes. Alors, on est moins impacté par les côtes en Auvergne, mais souvent, on a l'image qu'on pourrait complètement vider les plages de Méditerranée ou d'Atlantique du sable pour fabriquer du béton. C'est un peu plus complexe. En France, c'est interdit déjà. Mais il est vrai que dans certains pays, l'exploitation du sable, alors plutôt au large des côtes, peut causer des phénomènes de disparition des plages. Il y a une guerre du sable qui s'opère dans le monde. Et cette ressource est vraiment stratégique aujourd'hui, d'un aspect limite géopolitique. Nous, on intervient sur... donc, on ne vend pas de sable chez Sautresse, mais on fabrique tous les équipements qui vont permettre de transformer une ressource, donc que ce soit une carrière existante ou même aujourd'hui que ce soit des déchets du bâtiment, en un sable propre et calibré, parce qu'il faut une dimension de sable bien précise pour faire du béton, et qui va être valorisé. Donc on est sur la valorisation d'une matière première, et c'est vraiment très intéressant de se dire qu'une petite entreprise de 40 personnes en Auvergne, au cours de sa belle histoire, qu'elle a été fondée en 1980, arrive à vendre ses équipements aux 4 coins du monde, parce que je crois qu'on a plus de 70 pays sur lesquels nos équipements ont été vendus, et réalise une bonne partie de son chiffre d'affaires depuis l'Auvergne à l'export. Et ces équipements vont prendre place sur les carrières et vont venir transformer une ressource en un produit valorisé. La spécificité des équipements de Sautresse, c'est que c'est un traitement du sable par voie humide. Donc on va être sur le marché de la valorisation du sable, mais aussi du traitement de l'eau, et qui est aujourd'hui un autre enjeu majeur, qui est qu'on
utilise l'eau pour traiter le sable, mais on va la rendre à l'environnement aussi propre qu'on l'a trouvé. Donc cet enjeu lié au sable et à l'eau permettent à Sotresse de se positionner sur des marchés certes de niche, mais très porteurs aujourd'hui. Alors Sotresse, j'imagine dans les années 80, ce sujet de la guerre des sables n'était pas encore... Alors, commençait à être prégnant à ce moment-là, mais était peu connu, ou n'était pas autant mis en avant que ça peut l'être aujourd'hui. Il y a de remarquables documentaires là-dessus qui existent. Il y en a un très bien sur Arte que j'invite les auditeurs à regarder. Cette guerre des sables est dramatique. Oui, on comprend vraiment l'enjeu lié à ce matériau dont on a vraiment besoin, mais dont il va falloir avoir un usage raisonné. Et nous qui fabriquons des équipements pour valoriser ce sable, on s'inscrit tout à fait dans cette démarche de valoriser une ressource en étant garant de sa pérennité. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les années 80, Sotresse se développait bien évidemment en France, à la fin des 30 Glorieuses, disons, sur encore un développement classique d'exploitation du sable dans les carrières. Aujourd'hui, l'entreprise se positionne beaucoup sur le retraitement des déchets issus de la déconstruction. Parce que dans nos pays matures, on aura de moins en moins de sable dans les carrières, mais on aura aussi cette ressource à exploiter issue des plateformes de traitement des déchets, et notamment des déchets du bâtiment. Et c'est là aussi que en tant qu'Auvergnat, parfois j'insiste, j'ai travaillé dans le ciment, Vicat a une cimenterie en Auvergne, c'est une chance d'avoir une cimenterie sur un territoire. Bien sûr. A une indépendance liée à un matériau de base qui est le ciment, et c'est important d'avoir accès à ce matériau de base. On le voit quand on a des conflits géopolitiques, d'avoir une cimenterie, c'est très important sur un territoire. Mais c'est aussi important d'avoir des plateformes de traitement des déchets du bâtiment sur le territoire. Elles vont être amenées à se développer en Auvergne, parce que de ces plateformes, nous pourrons aussi retirer des ressources qui nous permettront de nous développer et de développer intrinsèquement le département. Alors, comment ça se passe concrètement ? Vous récoltez les déchets qui vous sont amenés par des grands groupes que nous ne citerons pas, par des artisans qui viennent déposer ça, qui ont trié au départ. Comment ça se passe ? Nous, on ne gère pas les plateformes, on vend tous les équipements qui permettent de traiter cette ressource, parce que souvent on considère un déchet comme un déchet, et en fin de compte, si on le traite bien, ça devient vite une ressource. Donc nous, on fournit tous les équipements qui vont permettre de trier les différents éléments contenus dans la ressource, et notamment de récupérer le sable. Voilà, et qui va pouvoir être réutilisé dans les bétons. Et nous, nos équipements, c'est classique, une entreprise... Comment elle fait ? Elle conçoit ses équipements via un outil de CAO. C'est des équipements qui font... C'est pas des petites machines, c'est des machines qui font plusieurs dizaines de tonnes. Et ensuite, on les fabrique ou on les fait fabriquer. Et la spécificité de Sotresse, notamment, c'est qu'on fait la maintenance de ces équipements. Il y a un très gros enjeu en France sur cette mission de maintenir les équipements en état. Et même, il y a un enjeu aussi sur la capacité de trouver des salariés pour faire ces opérations de maintenance. C'est des profils qui sont très recherchés, et on a la chance chez Sotresse d'avoir une équipe dédiée à la maintenance des équipements que l'on vend. Avec une notion de transmission, de recrutement, de formation, d'accompagnement de vos équipes ? Tout à fait. La transmission, c'est vraiment une valeur capitale d'une entreprise comme la nôtre. Et si j'ai essayé d'amener quelque chose depuis que je m'occupe de Sotresse, c'est vraiment le fait de faire rentrer la jeunesse dans l'entreprise. Je ne dis pas qu'elle était absente, mais il est vrai que les relations avec les différents organismes de formation auvergnats étaient un peu coupées. Et j'ai tout de suite voulu remettre le lien avec ce tissu éducatif que l'on a en Auvergne et qu'il faut valoriser. Et par exemple, j'ai 4 services au sein de Sotresse. J'ai le commerce, les achats,
le service après-vente et le bureau d'études. Et j'ai réussi en peu de temps à trouver des alternants ou des stagiaires sur chacune de ces disciplines. Et j'en suis assez fier parce qu'en fin de compte, on se rend compte que localement, que ça soit avec l'Université Clermont-Auvergne, que ça soit avec le Hall 32, que ça soit avec la CCI, avec le lycée Lafayette, avec un grand nombre, on a tout en Auvergne. On a des jeunes de très grande qualité qui peuvent venir travailler pour les petites entreprises auvergnates et aider à les développer. Pour vous dire, j'ai même, il n'est pas encore au sein de nos équipes, mais j'ai même la chance d'avoir un étudiant qui fait un master en intelligence artificielle. Ce genre de profil, on pourrait imaginer que c'est réservé que pour Michelin. Mais nous, petite entreprise de 40 personnes, on va pouvoir s'initier à cet enjeu important qu'est l'IA grâce à un étudiant qui va venir faire un stage de quelques mois au sein de nos équipes. Merci d'être resté avec nous dans Entreprise et Passion. Je reçois aujourd'hui Jérémy Catalot, dirigeant de Sotresse. Jérémy, vous nous avez évoqué ce parcours dans des grands groupes avant d'arriver au sein de Sotresse, d'être enfin revenu en Auvergne et d'y être heureux. On ne quitte jamais l'Auvergne. On ne quitte jamais l'Auvergne et on y fait des racines. Sotresse qui donc fabrique des matériels pour le reconditionnement, va-t-on dire. Quelles sont vos cibles de clients et puis quelle est la vision que vous avez pour cette entreprise ? La vision que l'on a pour Sotresse, c'est évidemment de suivre ce dont on a parlé, cet enjeu lié au sable et au fait que la ressource va se raréfier, et aussi accompagner le développement de certains pays dans la prise de conscience de la nécessité de préserver les ressources. On a évoqué le développement de Sotresse dans les années 80 en France, parce que y avait un besoin en France de sable, et il y avait déjà cette prise de conscience de valoriser la ressource qui allait se raréfier, parce qu'on allait essayer de limiter au maximum l'impact sur l'environnement. Eh bien, il y a d'autres pays, dans les pays de l'Est, dans des pays d'Asie du Sud-Est, on a noté un grand nombre de pays, on est en train de les identifier, de les approcher, sur lesquels il commence à y avoir cette prise de conscience, notamment relayée par le documentaire dont on parlait tout à l'heure, mais tout un tas d'actions qui sont menées par des gens qui ont pris conscience de la raréfaction du sable. Et sur ces pays, on souhaite avoir un développement fort à l'export pour approcher les intervenants, leur faire prendre conscience que leur ressource, elle va se raréfier et qu'il faut valoriser au maximum leurs biens communs, et bien sûr commencer à limiter l'impact sur l'environnement tant que faire se peut. C'est une vraie démarche pédagogique d'aller vers la frugalité, ça. C'est ça. Mais c'est compliqué de faire de l'export quand on n'est que 40 personnes depuis l'Auvergne, même si Sotresse a la chance d'avoir ces nombreuses installations. On a presque 1000 installations au cours des 40 dernières années, partout à travers le monde. On a travaillé sur des projets d'envergure. J'étais pas encore chez Sotresse, mais on me raconte de belles histoires. Sotresse a participé au barrage des Trois-Vallées en Chine, qui est peut-être pas l'ouvrage le plus qui a le moindre impact sur l'environnement, mais néanmoins, on a travaillé sur des beaux projets comme ceux-ci. Et il faut qu'on cultive cette histoire, qu'on reprenne ce qu'on a fait dans le passé, qu'on se projette sur l'avenir, sur ce qu'on peut proposer. On a parlé de la maintenance notamment, pour recréer un tissu d'affaires à l'exportation. Donc c'est un des objectifs que j'ai fixé. Un autre objectif, c'est aussi fournir du service. Donc on parle de la maintenance et on parle de la connectivité des équipements. On travaille beaucoup. On fabrique des équipements pour traiter le sable, on appelle ça un traitement de sable, on fait des traitements d'eau, on fait des traitements de boue, parce que des fois, à l'issue de notre process, il y a des boues à presser. Ces équipements sont énormes, mais ils communiquent beaucoup moins que votre smartphone aujourd'hui. Ils sont peu connectés au réseau, et
Pourtant, à distance, on pourrait déjà faire un grand nombre de diagnostics et aider le client à mieux comprendre son équipement, à mieux le faire tourner, à le dépanner à distance et aussi à économiser de l'énergie. On est déjà sur cette approche-là, de se dire combien consomme en électricité un équipement Sotresse et comment on peut accompagner les clients à optimiser leur équipement à distance. Donc la connectivité des équipements. Voire à le transformer, j'imagine, lorsque le fameux barrage des Trois-Vallées, il est fini. Oui, tout à fait. Alors, il y a un gros marché sur ce segment-là. C'est aussi que nos équipements, on est plutôt positionné sur les équipements qui restent sur les carrières, mais il y a un certain nombre de nos équipements qui sont sur des chantiers spot, des chantiers qui vont être amenés à se terminer. En ce moment même, on a un équipement sur le Grand Paris Express qui travaille en parallèle d'un tunnelier. Ces équipements, il faut les revaloriser. Il faut déjà prévoir au moment où on les vend l'issue qui sera la leur à la fin du chantier et accompagner le client dans cette démarche-là de reprendre les équipements ou d'aider à les valoriser, à les repositionner sur d'autres chantiers. C'est aussi l'enjeu, c'est que nos équipements aient une vie après leur vie pour assurer notre activité dans cet état d'esprit qui est le nôtre, qui est la durabilité, tout simplement. Et puis j'imagine qu'il y a aussi une démarche vertueuse derrière ça, puisque vous parlez de recyclage, que vous vendez la possibilité de recycler. Et donc je suppose que l'acier, lui aussi, est quelque chose qui mérite d'être... Tout à fait. Nos équipements en fin de vie ont souvent une seconde vie, comme équipement de traitement de sable, comme équipement de traitement d'eau ou de boue. Il y a un second marché qui parfois encore nous échappe. C'est-à-dire que c'est nos clients qui peuvent avoir en tête de revendre l'équipement à d'autres collègues, à d'autres confrères, ou même des équipements qui peuvent partir à l'étranger quand c'est des équipements en France. Tout ce marché-là, il faut qu'on puisse l'accompagner pour faire en sorte qu'un équipement en fin de vie puisse être réutilisé à l'optimal sur un autre chantier ou sur une autre installation. Donc, c'est des choses sur lesquelles on travaille et qu'on a bien envie de développer chez Sotresse. À court terme, à moyen terme, quels sont justement les objectifs que vous avez fixés à vos équipes ou qui vous ont été fixés par ceux qui vous ont recruté ? Disons que Sotresse fait depuis 2 ans partie d'un groupe. On n'est pas seul, on a une entreprise sœur qui se situe dans les Deux-Sèvres, qui s'appelle Bonnet. Et on a la chance que cette entreprise sœur, elle fabrique les équipements que nous, on ne fabrique pas. Et donc, désormais, on a la force d'un groupe et qui nous permet d'appréhender des chantiers de plus grande importance et surtout de venir chez un client en lui proposant toute la chaîne de valeur, de l'extraction de la ressource jusqu'à son traitement final et éventuellement le traitement des résidus, des boues qui sont issus d'un process de traitement des minéraux. Et donc, avec Bonnet et Sotresse, on peut attaquer l'export plus facilement, attaquer de plus gros marchés plus facilement et continuer à faire vivre localement des entreprises très, très attachantes et orientées vers leurs clients. Bien, écoutez, vous viendrez nous raconter cette prochaine étape rapidement sur Logos FM. Merci à vous d'être resté fidèle à Entreprise et Passion et à très bientôt sur notre antenne. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.